bannis le rouge, de passer jaune, vert de gris, tout ce que tu veux, ferme ta gueule. Je veux dire, prends les sous que tu as mis de côté, prends ta retraite, continue tranquillement à tripoter des gosses, mais ferme-la quand Chavez meurt, ferme-la sur Chavez. Oui, on le fait pas souvent, il y a eu beaucoup de... Dans ce climat de tension et de menace, bien que ça n'ait rien à voir, il y a eu beaucoup de morts ces derniers temps, là, des morts symboliques, notamment même pour moi. Donc j'en ai fait la liste, là. Déjà, il y a une mort symbolique, c'est l'annonce que j'ai pu vérifier, que le Parti communiste français, après tous ces reniements et ces ralliements successifs, je rappelle que je viens du Parti communiste français où je suis resté 7 ans, et si je l'ai quitté, c'est pas parce que j'ai cessé d'être communiste, mais c'est parce que le Parti communiste a cessé d'être révolutionnaire, a cessé de fonctionner sur le combat de classe, il s'est mis à parler des gens, des jeunes, des femmes, toutes ces pseudo-catégories, et là, jusqu'au bout du bout de son ralliement et de son effondrement, puisqu'il a finalement donné les clés du camion à Mélenchon. C'est la fin d'un vrai faux suspense, place du colonel Fabien. Sans surprise, les militants communistes désignent Jean-Luc Mélenchon pour les représenter à la présidentielle. 59,12% des votants qui se sont exprimés ont choisi l'option qui leur proposait de faire de Jean-Luc Mélenchon le candidat du Front de gauche à l'élection présidentielle. C'est-à-dire un maçon atlantiste, ancien sénateur socialiste, c'est-à-dire l'ennemi traditionnel, le social traître identifié depuis le congrès de Tours. Le PCF a renoncé à son symbole, c'est-à-dire à la faucille et au marteau. Ils ont définitivement disparu des banderoles et autres affiches. Au congrès du PCF, faucille et marteau demeurent introuvables. Nous demandons à quelques congressistes de nous présenter leur carte. Ma nouvelle carte est restée en Vendée, mais bon. Voilà. Jusqu'à présent, la carte du parti, c'était ça. Le symbole y figure en tout petit et dans un coin. Mais dans la version 2013, faucille et marteau ont disparu au profit du logo de la gauche européenne. Ce qui est très très important, parce que la faucille et le marteau, ça disait bien ce qu'était le Parti communiste. Il disait que ça défendait finalement les deux forces de travail, du travail productif, qui étaient la paysannerie et le monde ouvrier, hein, qui d'ailleurs est très ambigu, parce que ce sont deux classes sociales qui représentent la production réelle, mais qui n'ont pas la même sensibilité et qui n'ont jamais marché la main dans la main, parce que l'ouvrier étant un salarié qui n'est pas propriétaire de ses moyens de production et qui est dans une logique, je dirais, de combat de masse encadré par les syndicats, alors que le paysan a toujours défendu farouchement sa propriété de la terre. On le voit d'ailleurs par la difficulté dont la difficulté qu'a eu l'URSS à manipuler, à dominer la paysannerie. Le paysan est très rarement collectiviste et a très rarement la culture de classe, puisqu'il n'est pas urbain, du prolétariat. Donc ce collage de la faucille et du marteau était très théorique, mais n'a jamais correspondu à une alliance sociale et historique avérée. Hein. En général, la paysannerie est plutôt du côté, je dirais, du petit patron, du petit bourgeois, en général, souvent d'ailleurs chrétien, enfin catholique, plutôt, on va dire, réactionnaire de droite, difficilement manipulable par les mouvements de gauche. On se rappelle très bien qu'à une époque, la paysannerie française était la cliente de Jacques Chirac. Hein. C'est une tradition. Avec ses figures imposées, ses centaines de mains serrées, ses conseils, ses encouragements, Jacques Chirac est chez lui au Salon de l'Agriculture. Chaque année, c'est le même rite. Aujourd'hui, on a des dirigeants, ils ne sont plus de terrain, ils viennent de la société civile, ils ont eu à manger dans les rayons toute leur vie, ils ne savent pas ce que c'est. Lui, Jacques Chirac, il a peut-être peiné, il a fait la guerre, il a fait tout ça. Il défendait l'agriculture. Aujourd'hui, on nous enfonce. Donc voilà, le PC, le PCF et même les partis communistes, peut-être le Parti communiste chinois pour d'autres raisons sous Mao, hein, parce qu'il n'y avait pratiquement que de la paysannerie. Le PCF, en tout cas, n'a jamais eu la main sur la paysannerie française. Mais ce symbole de la faucille et du marteau voulait dire quelque chose. Et le parti, parfois même sans demander l'avis à ces personnes-là, défendait les travailleurs. Or aujourd'hui, la paysannerie fait 1,5% de la population française, à peine 2%, est totalement donc résiduelle, même si c'est le produit incroyable, une productivité incroyable, puisqu'on est parmi les plus gros producteurs du monde d'agriculture, avec une population de 1,5%.
Ce qui veut dire que la production et le nombre n'a pas tellement de rapport. Ça nous renverrait à la manipulation sur l'allongement de la durée des retraites, où on parle jamais du bond énorme de productivité depuis les années 70. Mais enfin, ça c'est un autre sujet. Voilà. Quant à la classe ouvrière, le Parti communiste l'a depuis longtemps trahi, alors qu'effectivement la classe ouvrière historiquement était liée au Parti communiste, pour se tourner vers les immigrés. Depuis plusieurs mois, nos camarades dits sans-papiers nous donnent de sacrées leçons de courage. Ils bossent ici, ils vivent ici, ils restent ici, et ensemble exigeons la régularisation des salariés intérimaires. Pour les encarter syndicalement, ce qui a été une catastrophe stratégique depuis des années et des années, s'est tourné vers des pseudo-concepts comme les femmes et les jeunes. Oui, c'est plus que jamais d'actualité, puisque dans un gouvernement avec Nicolas Sarkozy et la droite au pouvoir, une droite dure, les droits des femmes sont mis à mal et se renforcent toutes les questions d'inégalité. Inégalité au travail, inégalité dans tous les domaines de la vie. Parce qu'en fait, les attaques du gouvernement sont contre l'ensemble des droits sociaux, des droits des femmes, des droits des jeunes. Qui sont des concepts anti-marxistes et sociologiquement inexistants, et qui sont le ralliement théorique à l'ennemi, quoi, c'est-à-dire à la social-démocratie de marché. Donc le PCF, après avoir renoncé à tout, s'être renié et s'être rallié à tout, finalement abandonne son symbole historique. Voilà, et finalement à la fin, effectivement, on est plus proche du symbole du NPA, qui, je vous le rappelle, est un mégaphone, un porte-voix. Voilà. Donc voilà, le cadavre du Parti communiste français est en décomposition avancée, pue de plus en plus, et on peut le constater. Voilà, c'est triste, mais mérité, logique, fatal. Voilà. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Oui, alors ça c'est plus personnel. Daniel Dark était de ma génération. Il fait partie de ces jeunes chanteurs qui avaient un peu de talent issus de l'afterpunk et de la new wave, que j'ai côtoyé dans ma jeunesse. J'ai vu ses premiers concerts. Ça faisait partie de la bande débranchée où on était très peu nombreux. Il a eu un parcours de douleur et de souffrance et de drogue, à mon avis, qui s'explique aussi par la disparition sociale de la bohème depuis les années 80. La bohème qui faisait des charmes de la France et de Paris a cessé d'exister. C'est-à-dire que les créateurs de talent ne sont plus du tout en contact avec les producteurs. On voit bien que Daniel Dark, qui se posait des questions religieuses, métaphysiques, qui avait une prise de risque, comme souvent les créateurs, n'avait aucune chance de rencontrer Pascal Nègre dans une boîte du 8e arrondissement, et que finalement sa déchéance, sa mort à avoir au niveau, je dirais, si on voit au-delà de sa personne, avec cette espèce de disparition en France, effectivement, de la bohème, du milieu artistique. Je l'ai vécu moi-même et j'en ai souffert moi-même, et ça a beaucoup à voir avec la domination sur le monde de l'art populaire, toujours de cette clique très peu française, et qui aime nous faire bouffer de la merde, voilà, et dont on a parlé au début, voilà. Il faut regarder qui est derrière la production de spectacles, ce qui se passe chez Drucker le dimanche, pourquoi c'est toujours les faux artistes les plus merdiques qui passent et jamais les bons. Il y a eu Roland Garros, c'est ça, je préfère Wimbledon, moi, c'est beaucoup mieux. Roland Garros, c'est pas la classe. Le gagnant, il repart avec un saladier. Ouais. Le finaliste, il part avec quoi? Un appareil raclette ou quoi? Je sais pas, c'est débile. Ah non, puis alors moi, il me bassine avec l'anniversaire de mai 68, mais ça n'a rien à voir, mai 68 et mai 2008. Mai 68, c'était le temps des cerises. Mai 2008, le temps des queues de cerises. Voilà, il faut avoir cette vision globale. Et je rappelle d'ailleurs que Daniel Dark, donc ex-chanteur de Taxi Girl, était d'ailleurs un juif qui s'était converti au protestantisme. Jésus vous a aidé? Dieu m'a aidé, ouais, enfin moi le Père. J'ai la foi. Ouais. Ça t'aide directement avec le Père, mais... Ouais, ça t'aide directement avec le Père. Vous dites le christianisme et le rock'n'roll sont les dernières formes d'honnêteté. Ouais, je le pense, sincèrement.
Voilà, c'est intéressant de le faire remarquer. Donc paix à son âme. C'était pas un génie, mais il avait un petit talent et il est exactement de ma génération. On s'est croisés beaucoup dans les années fin des années 70 et début 80. Et donc je salue sa mort qui accompagne la mort de beaucoup de mes camarades, parce que je suis d'une génération dont très peu ont atteint l'âge de 50 ans. Hein, voilà. Oui, alors ça c'est mon deuxième aspect de ma vie. J'ai fait beaucoup, comme chacun le sait, de sport de combat pied-point. Je suis d'ailleurs instructeur de boxe. Je continue à pratiquer la boxe française et le kickboxing alternativement. Et quand j'étais jeune, une de mes figures d'admiration était Ramon Dekers, qui venait de cette école hollandaise du sport pied-point. Je ne connais pas assez précisément la formation de Ramon Dekers pour savoir s'il a commencé par la boxe française, mais il avait une magnifique technique de jambes et une magnifique d'ailleurs technique de poing qui me font dire qu'il venait d'abord, à mon avis, de la boxe française. Et Ramon Dekers était un très beau champion dont j'admirais la technique très pure et la comment dirais-je, la pugnacité. Et il est mort récemment, à l'âge de 45 ans, d'une crise cardiaque à vélo, à Amsterdam, ce qui est assez triste. Donc, comme Daniel Dark, c'est une des figures aussi de ma jeunesse qui disparaît. Hein. Moi, j'étais à la fois dans le monde de l'art underground et en même temps dans le monde des sports de combat. Donc, je salue aussi la disparition de Ramon Dekers. Oui, alors est mort le mois dernier aussi Claude Kovassi, qui était un activiste suisse qui s'était fait connaître parce qu'il était dans les services secrets suisses et qu'il avait refusé une manipulation sur le frère de Ramadan pour essayer d'en faire un terroriste. Il ne s'agissait pas d'un travail d'informateur, mais c'était une mission d'infiltration, qu'il s'agissait d'être au plus proche de Hani Ramadan, d'avoir des responsabilités dans ce centre islamique pour moi, de manière après à pouvoir, il y avait donc plusieurs éléments, de mettre par exemple le manuel d'Al-Qaïda dans l'ordinateur du centre islamique, de placer des lettres de Gigaïs qui étaient partis en Irak dans les dossiers d'Hani Ramadan, de façon à ce qu'à un moment donné, la police puisse trouver toutes sortes de preuves et qui auraient permis d'impliquer Hani Ramadan dans un réseau de combattants pour lequel il n'est évidemment absolument pas en lien. Parce que le frère de Ramadan, Hani Ramadan, je crois, a un centre islamique à Genève, parce que je rappelle que les Ramadans sont suisses, comme moi d'ailleurs, partiellement. Voilà. Donc ce qui est étrange, c'est qu'il est mort pas dans son lit d'une overdose de cocaïne. Alors je le dis tout de suite pour ceux qui voient que je me gratte parfois le nez et tout ça, je ne suis pas cocaïnomane, ça ne fait pas du tout partie de mes pratiques. J'ai eu un passé plutôt du côté des opiacés, ce qui n'est pas du tout la même école. Hein, voilà. Et donc si jamais un jour vous apprenez que je suis mort dans un lit qui n'est pas le mien d'une overdose de cocaïne, vous saurez que j'aurais été assassiné. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais ce Claude Kovassi est mort, c'est une mort assez suspecte. C'était un combattant, lui, authentiquement anti-impérialiste et anti-atlantiste, pas comme le NPA, la CNT et les jeunes qui sont chargés de m'emmerder. Et voilà, mort très étrange pour vous dire qu'il y a du danger dans ce combat. Il animait un site qui s'appelle Mécanopolis. Nous étions en très bons termes et en relations fréquentes. Et ce qui est bizarre, c'est que son cadavre était à peine froid, que les gens qui sont censés soi-disant travailler pour lui ont prétendu qu'il était sioniste, qu'en fait il était finalement mondialiste parce qu'altermondialiste, et un jeune dont je vais oublier le nom qui anime un blog qui est de façon vouée à la disparition a prétendu en plus de façon totalement mensongère que Kovassi avait refusé de diffuser les activités de égalité et réconciliation alors que je lui avais demandé. C'est totalement mensonger et absurde puisque c'est nous qui diffusions à la demande de Claude les informations de Mécanopolis, puisque c'est
c'est nous le gros site qui d'ailleurs diffusons les autres, et je n'ai jamais demandé à Mécanopolis de diffuser ER, puisque ER est un site de diffusion des autres. Donc mais ce qui est marrant, c'est que son cadavre était à peine froid, que tous les menteurs se montaient au créneau pour inverser un peu son message et en faire finalement un mondialiste plutôt sioniste et qui n'aimait pas égalité et réconciliation. Donc je salue sa mémoire, et je suis attristé que c'est souvent dans ce genre de combat ignoble, et c'est aussi la marque de certains, comme je dis toujours, que dès qu'un combattant est mort, les autres en face viennent pour essayer de le retourner et de faire parler un cadavre, ce qui est la marque des salopards, de faire parler des morts, vous voyez. Voilà, donc je m'attriste pour toutes ces raisons de la mort de Claude Covassi, animateur du site Mécanopolis avec lequel nous étions en très bons termes, qui était pratiquement sur la même ligne que nous. Et je rappelle que ce type, qui était un combattant, un militaire, avait à peine 45 ans. Hein, voilà, et mort étrange, suspecte, pour vous dire aussi que ce combat anti-sioniste, anti-atlantiste, anti-impérial, puisque c'est de ça dont il s'agit, est réellement dangereux. Voilà. Oui, alors la mort de Stéphane Hessel aussi, qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors ce qui est marrant, c'est que Stéphane Hessel était un vieux gâteux très gentil. Les combats à mener existent. Détectez-les. Choisissez chacun d'entre vous ce qui vous choque, ce qui vous indigne, et alors mobilisez votre énergie. Mais dont le livre Indignez-vous était d'une indigence totale. Enfin, c'est vraiment du droit de l'hommisme intégral. Alors ce qui est marrant, c'est que ce sont les gens qui appellent au droit de l'homme, alors que le droit de l'hommisme est l'idéologie de l'ONU et de tout le système de domination impériale, et qui s'étonnent finalement des fruits de l'arbre qu'ils soutiennent. Voilà, quand on est cohérent, on ne combat pas l'empire et les exactions de l'empire, dont l'histoire du sionisme est un des enfants, un des avatars, au nom des droits de l'homme ou de l'ONU, qui est d'ailleurs une légère contradiction que je note chez Thierry Messant, puisque finalement il vient de ce monde-là et il prétend montrer les dysfonctionnements d'un système alors que ce ne sont pas des dysfonctionnements. C'est-à-dire l'ONU, les ONG, tout ça, le machin là, qui est l'équivalent de la SDN d'avant-guerre, mène à l'empire. C'est fait pour ça. C'est la matrice. Donc voilà, il y a une cohérence totale. Donc Hessel était un vieux gâteux sympathique, totalement inefficace, on va dire sans danger et incohérent pour ce qu'il prétendait, ce contre quoi il prétendait combattre, qui était finalement le système onusien dont il était un pur produit. Mais ce qui est marrant, c'est que tout le monde a salué la mort de ce brave monsieur, qui avait un joli CV de résistant, de machin, enfin qui était quand même mouillé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est la matrice impériale. Les responsables de la rédaction de ce texte étaient de grands juristes. Moi, le jeune diplomate, je me suis borné à assister aux réunions, à tenir la plume de temps en temps, mais c'est une immense satisfaction pour le vieux que je suis d'avoir été présent au moment où ce texte, un des plus importants du XXe siècle, a été élaboré. Et peut-être qu'il n'était pas assez pervers ou intelligent pour comprendre à quelle sauce il avait été mangé et à quoi il avait participé par naïveté. J'espère que c'est ça l'explication. Tout le monde a salué sa mort, on en a même trop fait. Son indignation n'était pas une morale de l'impuissance. Elle était et demeure une exigence d'action. On voulait le panthéoniser, et ceux qui ont été le plus agressif avec lui sont les sionistes, parce qu'effectivement il faisait depuis quelques années des déclarations anti-sionistes, alors que Israël est un enfant de l'ONU, il faut le savoir, hein, voilà. Au nom effectivement des violences contre les Palestiniens, c'est-à-dire de cette espèce d'humanisme qui à un moment donné effectivement se retourne contre les droits de l'homme sans s'en rendre compte. Les Israéliens n'ont pas d'intérêt réel pour la paix. Ils veulent garder les colonies, ils veulent garder l'occupation. C'est ça qui est contraire au droit international. Finalement, il n'y a rien à voir entre l'humanisme de sensibilité et la machine de guerre des droits de l'homme. La machine de guerre des droits de l'homme, c'est ce qui amène Kouchner à faire bombarder les populations civiles d'Irak, etc.,
de Serbie. Hein, voilà. Bernard Kouchner se distingue en se prononçant en faveur de l'intervention américaine en Irak en 2003. Remplacer un régime dictatorial et assassin par une démocratie, ça ne peut que faire du bien par où ça passe. C'est au nom des droits de l'homme qu'on fait toutes les saloperies, depuis la colonisation, ce que j'ai essayé de faire comprendre à Roya Boutelja, depuis Jules Ferry, etc., etc. Donc ce qui est marrant, c'est que se sont acharnés sur ce vieux bonhomme, les sionistes, alors que Hessel était juif, je crois. Je suis moi-même de père juif, je n'ai pas de culture de judaïsme, mais je me sens solidaire de tous les juifs du monde. Ce qui permet toujours en France de critiquer Israël, parce que si on n'est pas juif, on n'a pas le droit. De même, il me semble essentiel que je puisse critiquer le gouvernement d'Israël lorsqu'il se livre à des actes que personne ne peut considérer comme légitimes. Il faut le savoir, un peu comme sous l'Ancien Régime, il fallait être noble pour pouvoir critiquer finalement la décrépitude de l'aristocratie. Donc Hessel s'est fait cracher à la gueule par les sionistes, le CRIF, hein, même pas la LDJ seulement. Moi, je suis indigné, moi-même, que Stéphane Hessel, dans sa vie, ne se soit indigné pratiquement que contre les Israéliens dans leur position vis-à-vis du mouvement Hamas et des Palestiniens de Gaza. Et ça, c'est quelque chose qui me choque énormément. Ça montre bien le tribalisme, c'est-à-dire que quand un type au nom de valeurs morales supérieures, ne joue pas la solidarité tribale, sa tribu le massacre. Vous voyez, ça renvoie aux travaux de René Girard, et ce pourquoi le Christ est venu. Si on pense au Christ, je dirais comme d'un point de vue sociologique, hein, et conceptuel, et non pas d'un point de vue de la religieuse et de la révélation. Voilà. Et ça nous situe toujours effectivement les valeurs ignobles des gens qui nous dominent au nom de la République et de la démocratie, qui sont le tribalisme haineux. Ce qui m'inquiète en fait, dans cet encensement absolument invraisemblable, c'est les raisons pour lesquelles il a été encensé. Il met sur le même plan le nazisme, la lutte pour les sans-papiers, les retraites, et je préférerais qu'on en parle dans un deuxième temps, si vous voulez, de son principal sujet d'indignation qui surpasse tous les autres, la Palestine et Israël. La seule obsession d'Hessel, d'accord, il a cette phrase dans Indignez-vous, que le Hamas était obligé de lancer des roquettes sur les villes israéliennes. Il n'a pas un mot sur les violations des droits de l'homme. On va faire le débat sur la Palestine. Alors, en tous les cas... Donc Hessel n'ira pas au Panthéon, bien que toute la France officielle l'ait voulu, parce que la communauté juive organisée a décidé que c'était un traître à sa tribu. Voilà. Et ils se sont comportés avec son cadavre de façon ignoble, mais c'est récurrent, c'est le style. Voilà. Voilà, c'est... cette vulgarité, effectivement, de Netanyahou chantant à Toulouse sur des cadavres d'enfants qu'on n'a jamais vus, d'ailleurs. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Oui, la mort la plus importante que j'ai gardée pour la fin, et fait la mort très importante, très tragique et très, très suspecte de Hugo Chavez, qui est mort à 56 ans, ou enfin assez jeune, d'un cancer assez fulgurant et assez tenace. Il avait fait d'ailleurs lui-même remarquer que tous les leaders sud-américains qui s'opposaient à l'empire nord-américain, à l'empire, avaient plus ou moins tous chopé des cancers en même temps. No lo sé, solo dejo la reflexión, pero esto es muy, muy, muy extraño que nos haya dado cáncer a Lugo, el presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata, después vengo yo y ¡pum! Entrando en año electoral, a los pocos días Lula y ahora Cristina. Bueno. Voilà, lui en est mort, malgré les soins prodigués par l'excellente médecine cubaine. J'en profite pour saluer, effectivement, une fois de plus, contrairement à toute la gauche bobo ralliée, effectivement, Cuba, qui tient ce petit bastion de la résistance anti-impériale que j'ai soutenu toute ma vie. Ce qui n'est pas le cas de la gauche institutionnelle, et des salopards qui se réunissent au théâtre du Rond-Point pour cracher la gueule de Castro. Cuba si, Castro no, c'est le slogan d'une soirée de solidarité avec le peuple cubain qui se tient en ce moment même au théâtre du Rond-Point à Paris. Cuba oui, Castro non. Pour mobiliser l'opinion, Reporters sans frontières fait appel à des stars.
Sophie Marceau lit un poème de Raoul Rivero. Je n'ai rien contre ceux qui m'ont rendu la vie impossible, mon unique et pauvre vie passagère. Oh, pardon, monsieur le Premier ministre, je ne vous avais pas vu. Absolument. Merci d'être là. Je crois qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Castro est un dictateur. On remettra un peu ce qu'a été l'histoire de Cuba avant Castro, pour voir ce que cette gauche française soutient. En étudiant l'histoire de Cuba au XXe siècle, on découvre avec surprise qu'il y a quelques décennies, c'était la mafia qui régnait en maître dans l'île. Contre de l'argent, ils offraient tout aux étrangers. Jeux de hasard, drogue et sexe. Les Américains affluaient à Cuba. C'était le lieu de divertissement des personnalités riches et célèbres dans les années 50 et 40. La discothèque Tropicana et tous les casinos avaient un succès extraordinaire. Ils étaient faciles d'accès. La prostitution était endémique, tout comme le jeu et la drogue. Toutes ces industries étaient contrôlées par la mafia aux États-Unis et à Cuba. Meyer Lansky, dont les parents ont fui les persécutions en Russie. Lucky Luciano, fils d'un paysan sicilien pauvre. Santo Trafficante, spécialisé dans la drogue et les films pornographiques. Amleto Battisti, d'origine corse, propriétaire d'hôtels et directeur de banque, tout comme l'italien Amadeo Barletta, les deux plus grands trafiquants des Caraïbes. Ça soutient la mafia, le syndicat du crime, et la prostitution et l'impérialisme américain, en attaquant finalement le travail qu'a fait Castro. C'est bien important de savoir, effectivement, dans un monde politique, qu'on n'est pas dans l'idéal. On combat quelqu'un contre quelqu'un. On défendait Chavez contre ce qu'il y avait avant au Venezuela, pareil. Il n'y a pas d'idéal du chavisme, il n'y a pas d'idéal du Venezuela. Il y a sans doute des tas de problèmes de clientélisme, de bricolage, d'inefficacité économique dans l'épopée de Chavez, mais globalement, quand on est un homme de gauche, il a fait beaucoup pour les classes populaires, il a fait beaucoup pour la redistribution, il a nationalisé le pétrole, la manne pétrolière est allée au peuple et pas aux élites compradors corrompues. En 1925 ya Venezuela era el primer exportador del mundo y así se mantuvo hasta 1970. ¿Y cómo terminó Venezuela el siglo? El siglo XX terminamos con más de 50% de pobreza, lo cual ya hoy ha bajado casi a 20%. Todavía estamos lejos de la meta, pero para allá vamos. No llegó al campesino los beneficios del petróleo y de la riqueza nacional. Pues bien, eso ahora no puede ocurrir de nuevo. Donc normalement, tout homme de gauche doit supporter Chavez pour ça. No, yo le voy a repetir lo que le estoy diciendo. Esto es muy serio. O usted cumple con las leyes o entrégueme el banco. Dígame cuánto vale el banco. ¿Oyó? No voy a discutir con usted. Yo le voy a pedir que usted atienda a estas personas. Si usted no tiene tiempo, no puede, entonces dígame cuánto cuesta el banco. Yo le compro el banco. No está en venta, pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente, ¿verdad? Lo puedo expropiar. Un grand salut au commandante Chavez, une grande tristesse pour sa mort. J'espère que son successeur gagnera les élections et qu'il se montrera au niveau. Je pense effectivement que Chavez a été assassiné par ces impérialistes ignobles dont les méthodes de combat sont toujours les plus ignobles, comme je l'ai dit, et notamment coller le cancer en douce. Il y a des tas de moyens de coller le cancer aujourd'hui. Il ne faut pas se mentir. Il a été sans doute tué en douce comme a été tué Arafat à l'époque. Servons-nous de cette mort pour faire de la pédagogie. Qui a craché sur son cadavre et qui a fait semblant de le soutenir? Alors, très peu de gens l'ont soutenu. À gauche, on a eu droit au grand numéro de pleurniche de Mélenchon. Les cendres de Chavez sont chaudes, sont brûlantes. Et nous avons au cœur non seulement l'idée que nous continuons ce combat, mais la haine intacte que nous avons contre les puissants et les puissances. Mélenchon qui récemment était au restaurant, parce que j'ai mes espions partout, avec Aziza et avec Julien Drey, et que j'avais chopé quelques semaines avant, bras dessus avec Maître... Je me réjouis d'abord que la Cour d'assises de Paris ait reconnu le caractère antisémite du crime, et c'est bien parce qu'il était juif que Ilan Halimi a été tué et torturé. Maître Spinner, qui est l'ancien cadre du Bétard et qui fait partie de la droite sioniste la plus dure, ancien avocat de Chirac. Ces gens-là,
tous les deux anciens maçons, anciens membres du Grand Orient, même si l'un est passé du Grand Orient à la Grande Loge ou je sais pas quoi, on s'en fout, mais ces gens-là se retrouvent bras dessus bras dessous. Donc les larmes de crocodile de Mélenchon, je n'y crois pas une seule seconde, parce que rappelez-vous bien que Chavez soutenait Assad, avait soutenu Kadhafi. Bien hablé ayer en la mañana, mediodía, con el presidente de Siria, nuestro hermano Bashar al-Assad. Desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo sirio, con el presidente Bashar. Allá están los libios resistiendo la invasión y la agresión. Pido a Dios por la vida de nuestro hermano Muammar al-Gaddafi. Lo andan cazando para matarlo. No se sabe dónde anda Gaddafi. Creo que se le fue para el desierto. Está haciendo lo que tendría que hacer. Lo que tenía que hacer, pues. Or, Mélenchon là-dessus est un atlantiste total. Donc quand on soi-disant on pleure sur la mort de Chavez et qu'on disait que c'était son ami et qu'on soutenait son combat, on soutient aussi de façon cohérente dans une lutte contre l'Empire les alliés et les soutiens de Chavez, soutiens réciproques. Or, que dit Mélenchon sur Assad? Ce qu'il faut maintenant, c'est aller voir les Russes et les Chinois et leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas avoir comme seule attitude de dire on ne touche pas à Bachar el-Assad. Vous devez vous impliquer parce que vous êtes des grandes puissances et vous devez être de notre côté pour lui dire de partir parce qu'il doit partir et pour qu'on organise des élections. Qu'a dit Mélenchon sur Kadhafi et sur la Libye? Comme le dit le maire de Grigny. Le parti de gauche est un parti atlantiste. C'est pas plus compliqué que ça. Il défend les visées atlantistes d'aujourd'hui. Mélenchon est un atlantiste. Hein. C'est un escroc de la gauche sociale authentique. Il joue effectivement un jeu dans un théâtre sous contrôle, parce qu'il faut bien effectivement que les gens déçus du Parti socialiste un jour puissent se tourner vers un cheval de réserve, mais qui est lui-même entièrement sous contrôle du système. Et Mélenchon est très bon acteur, il est capable de pleurer sur Chavez, tout en le lendemain crachant la gueule d'Assad. Alors maintenant, que pouvons-nous faire? Eh bien, organiser d'abord les représailles qui s'imposent contre la famille El-Assad, qui dirige ce pays et qui a des biens, bien sûr, un peu partout à l'étranger. Elle se comporte de la manière que l'on voit aussi violente et qu'Alexandre Adler a parfaitement souligné, parce que c'est un clan qui est là au pouvoir, notamment parce qu'ils ont enregistré la leçon de ce qui s'est passé en Libye, qui s'est terminée par une tuerie de tous ceux qui étaient en place, qui d'ailleurs comptaient tuer les autres. Par conséquent, nous sommes là entre barbares. C'est prouvé bien que Mélenchon est un menteur, un escroc et un atlantiste intégralement sous contrôle. Hein. Il a été formé par l'OCI, c'est-à-dire l'école de la sociale traîtrise la plus perverse et la plus subtile, qui sont les trotskistes issus du lambertisme. Voilà. Oui, moi j'étais trotskiste, je veux dire, ça me fait plaisir, vous me le disiez. Parce que ça fait maintenant 1 mois, 2 mois que ça dure. On a pris comme ça, toc-toc, 1 ou 2 visages de trotskistes, et on transforme notre histoire, notre jeunesse, en une histoire terrible, d'un complot. Comme une secte, un peu. Oui. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Dans les années 70 et début 80, tout le monde était extrême gauche. Oui. C'était normal dans notre génération. Oui. Donc ces gens-là... Jusque-là, c'est normal, mais qu'après, il y a des réseaux... Mais après, vous en trouvez partout. Écoutez, des réseaux que vous me faites rigoler, on se connaît ou on se connaît pas, on a un passé commun, c'est une affaire générationnelle. C'est ce qui a formé tous les cadres de la LCR, qui a été payé pour foutre De Gaulle en l'air et nettoyer et détruire ce qui restait de sérieux du Parti communiste français. Mélenchon a été formé par ces gens-là. Il vient, je le rappelle d'ailleurs, du colonialisme. Hein. Son père faisait partie du personnel colonial au Maroc, je crois. Je suis né à Tanger, j'y ai vécu les 11 premières années de ma vie. Ma famille était des gens qui venaient d'Algérie. Ma mère a été institutrice, elle n'a pas été tout le temps, mais elle l'a été. Mon père travaillait dans la radio-télécommunication. Il y avait une station au Soigny à Tanger, puis ensuite à la sortie de Tanger, il en a été un fondateur. Donc c'est un colon. Alors pour se cacher qu'il était un colon, il dit qu'il n'aimait pas être au milieu des blonds aux yeux bleus. Je ne supporte plus de vivre autrement que dans un endroit où les gens sont mélangés. Donc j'habite à Paris dans le 10e arrondissement. Je ne pourrais pas habiter dans le 6e ou dans le 7e. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Oui, il aimait bien être au milieu des bougnoules, mais n'empêche que son père était de l'administration coloniale et qui fait partie de toute cette clique issue du PS, née en Afrique du Nord et issue de l'administration coloniale française. Il ne faut pas l'oublier. Il ne fait pas partie des opprimés, il fait partie des oppresseurs et de l'administration coloniale oppressive, dont je rappelle la figure la plus ignoble est celle de la 3e et 4e République, toujours de gauche. Hein. Voilà, c'est avec Guy Mollet et Mitterrand qu'on tue le plus de gens, toujours. Et c'est la pacification de l'Algérie
sous le modèle Jules Ferry, bien plus violente que comment dirais-je, le protectorat du Maroc fait sous l'école catholique de Lyautey. Hein, voilà. Tout ça, c'est des pistes pour réfléchir. Hein. Je vais vite, mais c'est comme ça. Après, on mettra des illustrations, puis les gens pourront réfléchir à tout pour voir que Soral, c'est le sérieux, vous voyez. Mélenchon, il ferme sa gueule après que j'ai dit ça. Il peut pas. Hein. Il peut pas répondre sur Assad, sur la Libye. Il peut pas. C'est un atlantiste. Point. Donc c'est un impérialiste avec un faux nez de gauche. Voilà. Vous savez, monsieur Aziza, regardez, depuis 2 ans, l'extrême droite répand sur Internet les mêmes attaques contre moi. Hein. Continuellement. Mélenchon, juif. Mélenchon, franc-maçon. C'est-à-dire, c'est tous les jours. Et tous les jours, il y a des imbéciles qui relaient sur Internet. Et je peux vous parler d'Internet, je sais ce que c'est, je sais ce qu'est Twitter, et je vis cela. Et je peux vous dire qu'après une émission qu'on a fait sur la chaîne parlementaire, il y a eu des propos assez désagréables concernant les journalistes et les journalistes juifs qui sont arrivés sur les sites. Hein. J'espère que vous ne me soupçonnez pas de les avoir sollicités, car je méprise ceux qui les ont envoyés, et vous avez toute ma sollicitude et mon soutien. Alors, une question. Donc, pour revenir au sujet, qui s'est réjoui de la mort de Hugo Chavez? Je vais regarder mes notes. Parce que ça aussi, c'est révélateur. La LDJ s'est réjoui de la mort de Hugo Chavez, en des termes ignobles. Aziza, le fameux Aziza, l'escroc à la Shoah que j'avais pointé du doigt, qui d'ailleurs depuis la ferme, hein, parce que voilà, son grand-père n'est pas mort à Auschwitz, c'est un escroc à la Shoah, un maître chanteur moral qui essaye effectivement de justifier ses multiples privilèges en culpabilisant ad vitam aeternam la fibre chrétienne qui est en nous, et qui n'est sûrement pas en lui, on a pu le vérifier. Voilà, Aziza s'est réjoui de la mort de Chavez. Et le plus remarquable, c'est la vieille pute libérale libertaire Cohn-Bendit. C'est un homme politique qui ne comprenait pas la démocratie, qui ne comprenait pas la liberté, et que sa haine contre les Américains, alors on peut comprendre dans cette situation, mais sa haine contre les Américains l'amenait à traiter en ami Ahmadinejad, en ami Bachar el-Assad, et en ami Fidel Castro et Kadhafi. Alors trop c'est trop. Donc je trouve que justement ce populisme qui surfe sur la haine, qui normalement devrait, comme Mélenchon, son copain, ils sont copains comme cochons, hein, Mélenchon et Cohn-Bendit. Ne passe pas d'un sujet à l'autre. Si, parce que c'était la logique d'un début, un commencement, une fin, une discussion, sans faire des sauts de cabri de tous les côtés. Mais si moi je suis un cabri qui a fait 15%. Et Daniel Cohn-Bendit qui a fait 15%. On ne peut plus te regarder comme une vache sacrée, t'es plus un cabri. Mais moi je suis pas un sacré. Lui qui a fait quand même mai 68, je rappelle, hein, et qui luttait contre le gaullisme, l'impérialisme, etc. Il a été le plus dégueulasse, on va dire, et le plus incohérent sur Chavez, en faisant que Chavez ne comprenait rien à la démocratie, alors qu'il a été élu légitimement 12 fois, alors que l'autre est député européen du truc le plus antidémocratique qui existe, qui est l'Union européenne, où tout est géré par des experts non élus, où effectivement quand les référendums disent non, on passe en force. Enfin voilà, la vieille pute libérale libertaire Cohn-Bendit, qui est aussi, pareil, apologète de la pédophilie. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Parasite permanent depuis mai 68, ce type n'a jamais rien fait d'autre que de foutre la merde. Il n'a aucune œuvre. Il finira d'ailleurs peut-être un jour à l'Académie française comme Simone Veil, hein. C'est possible. Voilà, se poser la question. Cohn-Bendit, encore plus que Mélenchon, est vraiment, je dis d'ailleurs, finalement c'est le vrai visage de Mélenchon, Cohn-Bendit. C'est voilà de la trahison totale de ce dont je parlais tout à l'heure, qui nous ramène d'ailleurs à la CNT, à la LCR, à toute cette pseudo-gauche trotskiste, qui est en fait le bras armé de l'atlantisme le plus violent, et on ne me fera jamais croire que Cohn-Bendit est un antisioniste, vous voyez. Hein, il suffit de regarder ses allégeances, ses oppositions, et là, on remettra l'extrait, la manière dont il a craché à la gueule du cadavre à peine tiède de Chavez, avec un argumentaire digne d'un marchand de cravates argentin des années 30. La haine ne doit pas nous. Si la politique est menée par la haine, eh bien c'est dangereux. Donc je trouve que justement, dans nos sociétés, s'il y a une chose à ne pas faire et que font les populismes, c'est mobilisé par la haine. Et pour vous, Chavez participe de cette famille de populistes qui est mobilisée par la haine. Écoutez, si vous vous montrez avec Ahmadinejad, si vous vous montrez avec Bachar el-Assad, si vous vous montrez avec Kadhafi, si vous vous montrez avec Fidel Castro,
eh bien, vous mobilisez de la haine bête et méchante. C'est, je dirais, presque risible, tellement c'est abject, et c'est tellement grossier, car ce type est de plus en plus grossier, parce qu'il se croit tellement intouchable que son numéro est devenu grotesque, comme un type qui ne renouvelle pas son numéro et qui devient d'une lourdeur totale. Je veux dire que Cohn-Bendit puisse penser que son numéro fait à Canal+, puisse passer auprès des gens qui ont un minimum de sensibilité humaniste, de sensibilité de gauche, prouve vraiment qu'il est... je dis comme ces petits marquis complètement dégénérés qu'avait produit Versailles de Louis XIV au moment effectivement où on a convoqué les États généraux, quoi. Je veux dire, Dany le rouge, passer jaune, vert de gris, tout ce que tu veux, ferme ta gueule. Je veux dire, prends les sous que tu as mis de côté, prends ta retraite, continue tranquillement à tripoter des gosses, fais ce que tu as toujours fait, mais ferme-la quand Chavez meurt, ferme-la sur Chavez, s'il te plaît. Voilà. On va passer à autre chose. Oui, alors ça c'est marrant parce que c'est des travaux pratiques. En l'hommage et en l'honneur de Chavez, nous sommes allés peindre dans le 18e arrondissement, dans la rue d'à côté d'où habite, comment il s'appelle 5h du matin, Olivier Besancenot quitte son appartement du 18e arrondissement de Paris. Besancenot, voilà, on est exprès. On est allé peindre une magnifique fresque qu'a fait Zéon en hommage à Hugo Chavez. On allait peindre une magnifique fresque, vous allez la voir, parce qu'on l'a filmée heureusement, en l'hommage du commandante Chavez. Or, elle a été profanée systématiquement par des petits cons d'extrême gauche au nom de l'anarchie. Donc on a bien là CNT et NPA. Voilà. Et la deuxième profanation, ils ont carrément balancé de la peinture sur le visage d'Hugo Chavez. Donc pour bien qu'on sache que ces petits nervis d'extrême gauche, encadrés en général par les sionistes de A à Z, je veux dire, et sur le terrain pour le cassage de gueule et à travers les réseaux atlantistes, on pourra rappeler pourquoi l'anti-stalinisme, le trotskisme contre le stalinisme, enfin voilà pourquoi finalement le trotskisme est une des bras armés de l'atlantisme et de l'anticommunisme, et du soutien à Israël, on le sait par les mémoires de Bergeron, etc. Ces petits cons d'extrême gauche sont allés noircir le visage de Chavez en mettant une espèce de blabla en dessous complètement incohérent pour la Palestine. Ils croient encore que de se prétendre pro-palestinien va encore cacher ce qu'ils sont, quoi. Ils sont effectivement le bras armé de l'atlantisme sioniste, et c'est tout. Voilà. Et là, on va montrera bien comment ils ont profané cette fresque que nous avions faite d'Hugo Chavez. Pas seulement mon nom, le nom d'Égalité et Réconciliation, mais Hugo Chavez lui-même. Voilà. Et j'attends d'ailleurs le petit commentaire de Besancenot sur Chavez. Voilà.